Bonsoir tout le monde. Moi, je suis vraiment très content aujourd'hui de faire cette présentation. Comme c'est une présentation que je voulais faire depuis un peu plus d'un an maintenant, mais j'attendais le retour des meet-up en présentiel. Et quand David a annoncé dans les précédents meet-up que ça allait reprendre, j'en ai profité pour aussi proposer ce talk. Donc, dans les 20 prochaines minutes, on va parler de DataStream. Donc les data streams, c'est une feature qui a été développée par Elasticsearch et qui date d'à peu près environ un an ou un peu plus, un an et demi, et qu'on a utilisé dans notre équipe. Et donc je vais faire un retour d'expérience sur l'utilisation de cette feature. Donc avant de commencer, donc, je m'appelle Mehdi Boissabron. Donc je suis développeur back-end à Le Bon Coin depuis début 2020, donc c'est bientôt 3 ans. Donc j'ai intégré la feature team qui s'intitule la feature team import. Donc l'import, c'est l'ensemble c'est le point d'entrée en fait pour les clients professionnels dans Le Bon Coin. Donc par exemple, on a des API et des systèmes qu'on appelle connecteurs qui permettent de faire en sorte que un client puisse poster ses annonces sur Le Bon Coin et sur les sites du groupe Le Bon Coin. Donc j'ai mis quelques liens également. Donc j'ai un blog avec j'écris 2 articles. J'ai mis le lien pour LinkedIn et Twitter, même si j'utilise assez peu, et également GitHub dans lequel figure la présentation. Alors au niveau de Le Bon Coin, donc ça fait partie des gros sites en termes de nombre de visiteurs. Donc on a à peu près 30 millions de visiteurs uniques chaque mois et environ à peu près 800 000 annonces qui sont créées chaque jour. Donc c'est également un groupe. Donc il y a les différentes entités du groupe, elles sont dans la petite bande en bleu en dessous. Et ça fait au total à peu près 1500 collaborateurs au total et 600 personnes pour les équipes Product and Tech et 60 feature teams pour l'ensemble des équipes de développement. Donc j'ai mis aussi le lien pour le blog technique dans lequel il y a des articles de Le Bon Coin et la page Welcome to the Jungle parce que c'est ici où figurent en fait les technos qu'on utilise. Et pour résumer, en fait, en niveau back-end, principalement le langage c'est du Go et en termes de front c'est du React. Et après pour les bases de données c'est une base de données Postgre et aussi, enfin des bases de données Postgre et de l'Elasticsearch et du Redis et d'autres choses. Donc, plus particulièrement sur Elasticsearch, nous avons donc 14 clusters qui sont en production. Il y en a plusieurs pour l'infrastructure, il y en a un qui est dédié un petit peu à la sécurité. Et sinon, il y a des clusters qui sont pour les différentes feature teams. Donc là, j'ai mis un exemple pour la feature team Search qui utilise beaucoup Elasticsearch. Et donc ça donne à peu près 1000 à 2000 requêtes par seconde et 18 millions de documents sur leur cluster. Donc ça, c'est pour la présentation d'aujourd'hui. Elle sera articulée de la façon suivante. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler un petit peu le contexte métier qui nous a amené à faire notre projet et donc l'utilisation de la feature et les data streams. Ensuite, la solution technique. Et je ferai une petite démo en local de comment ça fonctionne. Et après, je montrerai plus au niveau de tout ce qui est configuration sur le Kibana. Donc, la problématique métier qui nous a amené donc, principalement à utiliser donc, la feature, c'est qu'on a des clients professionnels qui consomment nos API en direct et ils ont un certain nombre parfois d'erreurs en entrée d'API et ils n'avaient pas forcément la visibilité sur le résultat de ces erreurs et elles n'étaient pas forcément regroupées au même endroit, donc ça leur posait des petits soucis là-dessus. Donc, la solution plus produit, ça a été de créer ce qu'on appelle un suivi de diffusion, donc un rapport de diffusion dans lequel on a, pour un client donné, il a ses ensembles de ses annonces avec ses erreurs en entrée, donc avec une pagination en dessous et un front-end qui permet de voir tout au même endroit. Donc ça, c'est vraiment c'est une maquette, parce qu'en fait, je n'ai pas mis véritablement la solution, le screenshot, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc là, on voit le front, mais ensuite, pour l'implémentation au niveau du back-end, donc j'ai schématisé un petit peu. Donc ça donne quelque chose comme ça.
Le back-end, donc on a deux API principalement, donc l'API Datgate qui est l'API principale et une API de feedback qui permet, parce que quand on poste une annonce, derrière on fait d'autres transformations et c'est seulement si elles ont bien abouti que le feedback est en success. Et ces deux API, elles utilisent la même, donc on utilise un client Elasticsearch en Go et donc c'est la même requête d'écriture dans le back-end qui est dans notre cas Elastic. Et on avait une petite contrainte qui était une durée de conservation de 2 mois. Et on voulait aussi un archivage et un enregistrement de ces données dans un S3 dans notre cas. Donc, dans notre back-end précisément, quand on écrit ces différentes erreurs, on avait plusieurs choix qui s'offraient à nous pour Elasticsearch. Donc, le premier choix, c'était d'avoir des index qui étaient suffixés avec une date. Donc notre index, on l'appelle Broadcast Monitoring. Donc c'est dans ces index journaliers qu'on va enregistrer tous nos documents en erreur. Et dans ce cas précis, on n'a pas retenu cette solution de suffixer avec la date parce que ça voulait dire qu'on le faisait dans le code. Et ça ne permettait pas d'utiliser vraiment les features qui étaient proposées par Elastic. Dans la deuxième solution, on pouvait utiliser le mécanisme de rollover. Donc en fait, c'est un petit peu l'ancêtre du data stream et le fonctionnement, c'est qu'on commençait par créer un premier index nous-mêmes, donc on l'appelle broadcast monitoring et ensuite on le suffixe avec un numéro et on attache des policies sur cet index et dès qu'on atteint les limites qu'on a définies, ça va en créer un deuxième, puis un troisième, etc. Donc la raison pour laquelle on ne l'a pas retenu, c'est qu'à ce moment-là, il y avait déjà les data streams qui étaient sortis, mais c'était une feature récente. Et il y a une personne de l'infrastructure qui nous a recommandé d'utiliser plutôt les data streams. Et donc c'est la troisième solution. Donc le data stream, il y a une petite différence, c'est qu'on ne va pas poster directement dans des index. Donc on va faire des paramétrages. Et ensuite, on poste dans un data stream. Et derrière, c'est Elasticsearch lui-même qui va dispatcher en fait, les documents dans le premier index, puis qui va en créer un deuxième si on a matché les conditions, etc. Donc c'est cette solution qu'on a retenue. Donc là, j'ai montré un petit peu le fonctionnement plus théorique, mais je vais vous montrer plus maintenant une démo en fait en local. Donc là, j'ai un Postman j'ai fait un Docker Compose en local pour avoir un Elasticsearch sur le port 9201. Je vais juste zoomer peut-être une fois de plus. Non, c'est un peu trop. Donc cet Elasticsearch aujourd'hui, là, il est vide. Donc il ne contient pas de données. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que pour l'intérêt de la démonstration, je vais modifier des settings. Donc on a cette settings-là que je dois modifier parce que par défaut, c'est toutes les 10 minutes que les conditions de création d'un nouvel index sont checkées. Donc là, je vais mettre 5 secondes. Ça permet de pouvoir faire la démonstration plus facilement. Donc la première chose qu'on fait après ça, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une policy. Donc on se place sur le endpoint Elastic qui est _ILM pour Index Lifecycle Management. Donc là, je l'ai intitulé Meetup ILM Policy. Et la partie importante, en fait, c'est le mécanisme ici de rollover. Et donc, il y a 3 conditions qu'on a mis. Donc, c'est si on match l'une de ces 3 conditions, ça va créer un deuxième index. Donc là, j'ai mis volontairement 3 pour que si on poste 3 documents dans un index, ça déclenche le mécanisme de rollover. Donc là, on a d'abord l'ILM policy. Et la deuxième chose à faire, c'est de créer un index template. Donc là, je l'ai intitulé Meetup template. Et cet index template, il a plusieurs settings. Et donc la partie importante, c'est le pattern et ici l'alias pour le rollover. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que j'ai mis directement le mapping dans l'index template. Donc c'est pour simplifier un petit peu la démo. Donc il y a différents paramètres. Donc là, je vais le poster. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais poster 3 documents donc dans le Broadcast Monitoring Docker, qui est notre data stream, avec un bulk insert pour pouvoir les poster d'un seul coup.
Donc il n'y a pas particulièrement d'informations autres que ces différents paramètres. Donc c'est un identifiant, une action. J'ai mis quelques infos pour que ça fasse des documents qui sont un peu plus réels. Donc là, on a posté nos 3 documents. Et ce qu'on peut voir, c'est que ils sont dans un index qui s'appelle préfixé par .ds et derrière auquel on a le 001 tout à la fin avec la date. Donc nos 3 documents ils sont dans le 001. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en poster un 4e. Donc ce quatrième, il est dans... Cette fois-ci, je n'utilise pas le bulk, mais simplement le post. Et je vais poster comme si je postais traditionnellement dans un index. Et donc là, la partie qui est importante et qu'on peut voir, c'est que comme on a atteint les conditions du rollover dans le premier index, et ben Elasticsearch nous a créé lui-même un 2e index et que donc c'est suffixé par 002 à la fin. Alors j'ai mis aussi quelques autres requêtes, simplement pour avoir des informations. Donc, par exemple, c'est le endpoint ILM, on peut faire un get et on peut avoir des informations qui sont résumées. Donc les indices qui ont été créés. On peut voir aussi le data stream ici, l'index template qui est relié. Et j'ai mis également un autre endpoint qui permet de forcer un rollover. Donc là, bon, on peut voir ce que ça fait. Ça en crée un 003. Et le reste des requêtes, c'est vraiment des deletes. Donc je ne vais pas les montrer là tout de suite. Alors, maintenant qu'on a vu la partie, ce que c'est qu'un data stream dans un environnement local, les 2 choses qui sont un petit peu à retenir, c'est que dans un premier temps, il faut avoir une policy qui soit définie, donc ce qu'on a fait en premier dans l'ILM, l'Index Lifecycle Management, qui permet d'avoir les settings, donc au bout de combien de temps on veut que ça déclenche un mécanisme de rollover. Et la deuxième partie importante, c'est l'index template. Donc l'index template, dans notre cas, j'avais mis directement le mapping dedans, mais on peut aussi définir ce qu'on appelle un component template pour pouvoir mutualiser un mapping entre 2 data streams. Donc ça, c'est vraiment les 2 parties importantes. Alors là, on a vu le data stream en local, comment on faisait pour l'utiliser. Mais là, je vais montrer plus ce que nous, on a sur notre environnement, donc sur le Kibana en l'occurrence. Donc c'est un environnement de staging. Donc on a les 2 data streams pour la QA et la pré-prod. On peut voir qu'ils ont chacun 63 index tous les 2. Si par exemple je clique là-dessus, on peut voir quelques informations comme l'index template qui est relié, la policy, donc l'ILM policy ici. Donc on va regarder par exemple l'index template. L'index template, il n'y a rien de particulier, c'est juste... dans notre cas, nous, on utilise vraiment un component template pour mutualiser le mapping entre les deux data streams. Alors Morpheus, c'est parce que le nom de l'équipe s'appelait Morpheus avant. Et on peut voir aussi qu'il y a eu 3 versions différentes et que le settings, c'est un petit peu ce qu'on avait mis manuellement dans Postman, mais là dans l'environnement de QA. Et pour la partie plutôt Index Lifecycle Management, donc j'ai une autre fenêtre. Et donc là, on a la policy avec tous les index qui sont liés à cette policy, le numéro de version, donc le nombre de fois on a itéré dessus. Et là, donc c'est paramétrable dans Kibana. Donc on a la phase où les index ils sont en poste dedans. Donc on a les trois paramètres qu'on a vus précédemment qui sont là directement ici. Donc en l'occurrence, ce qui nous intéresse le plus dans notre cas, c'est le maximum edge parce qu'en généralement on n'atteint pas ces 2 limites, surtout dans les environnements de QA et de staging, de pré-prod. Donc c'est tous les jours en fait on crée un nouvel index. Et il y a aussi la phase de delete parce qu'on n'utilise pas les autres phases. Donc au bout de 62 jours, ça délète l'index et ça le sauvegarde dans S3. Donc je vais juste repasser sur les index. Je crois que je ne les ai pas montrés, mais en gros, sur pré-prod ici, il y a les 63 index. Donc là, je vais les trier par nom et on voit en gros ça c'est celui d'aujourd'hui et que si je prends le dernier, c'est celui il y a 2 mois en quelque sorte.
Donc, je vais repasser sur la présentation. Donc là, on a vu qu'on avait un certain nombre de configurations qui sont dans Kibana, qui sont définies dans Kibana. Mais toutes ces configurations, on ne les a pas fait manuellement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un projet d'infrastructure dans lequel on a tous ces composants qui sont définis en YAML. Donc là, Donc là, j'ai zoomé un petit peu, mais en fait, tout ce qu'on voit dans le Kibana, c'est défini ici. Donc là, c'est l'index lifecycle management, le component de template. Donc ça, c'est toutes les informations. Et si jamais, par exemple, j'ai besoin de faire une modification, donc je vais la faire directement là, dans le code. Ensuite, ça passe par un déploiement. Et après, ça ne se retrouve pas directement dans Kibana tout de suite parce qu'il y a une phase de déploiement. Donc là, c'est simplement c'est versionné, mais ensuite, pour que ce soit pris en compte pour que les modifications elles soient prises en compte, on utilise donc un projet qui s'appelle AWX. Et en fait, AWX, c'est comme une interface pour tout ce qui est projet Ansible et configuration YAML. Donc là, on a deux différents jobs, donc un pour la production et un pour le staging. Et donc, si j'ai besoin de modifier quelque chose, je le modifie dans le code. Après, ça déploie. Et ensuite, je dois cliquer ici et déclencher un job ici pour que ça soit pris en compte. Et là, on aura la modification. Donc, c'est particulièrement utile pour tout ce qui est mapping. Par exemple, si je veux faire une modification de mapping, je vais devoir passer par ce cycle-là. Et donc, ça permet d'avoir un historique. Alors, voilà. Donc là, c'est ce que je viens de montrer avec le petit projet qui permet d'avoir le code et la configuration dans AWX. Et donc, en conclusion, les data streams, ça nous a permis de ne pas trop avoir à se préoccuper de tout ce qui était historique. Donc, on ne fait que des requêtes d'écriture. Et on a ensuite les index qui sont créés automatiquement. Puis après, on a des policies qui permettent de les archiver. Et on a aussi la scalabilité, parce que ces index-là, ils peuvent avoir pas mal de données. Et donc, on a vraiment une sorte de tranquillité en termes une fois qu'on avait développé notre petit projet, ça a permis aussi de pouvoir répondre à la problématique métier qu'on avait initialement comme problématique au début. Donc, j'ai mis plusieurs liens pour la documentation. Donc, ça, c'est une documentation qui permet de résumer un petit peu sur comment on met en place ces data streams. Et j'ai également mis les sources donc, de la présentation ici. Donc il y a ce que j'ai utilisé, donc le Docker Compose qui est là, un Makefile, il y a la collection Postman qui est aussi en lien avec l'ensemble des requêtes. Et j'ai mis aussi des requêtes curl si jamais il y en a qui ne veulent pas utiliser Postman. Donc vous retrouverez tout un petit peu là-dessus. Et donc finalement, cette feature nous a quand même permis de pouvoir faire un petit peu tout ça. Donc on était vraiment satisfait de son utilisation. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions.